tenemos el honor de tener a Franck Courchon, doctor en biometría y director de investigación del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en el Instituto Nacional de Ecología y Medio Ambiente. Franck Courchon dirige un grupo de investigación sobre la dinámica de la biodiversidad y los impactos del hombre sobre los ecosistemas y las especies en la Universidad Paris-Sud-Orsay. Trabajó en la Universidad de California, San Diego y en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, antes de ganar el concurso de investigador del CNRS en 2000. Es el autor de 3 libros y unos 100 publicaciones en revistas internacionales, lo que hace uno de los autores, uno de los científicos más citado en su campo de investigación. Y recibe en 2011 la medalla de plata del CNRS y fue elegido en la Academia de Ciencia Europea en 2014. Ahora Franck Courchon. Merci. Je voudrais commencer par remercier l'IRD, l'Université Simon Bolivar, l'Alliance française, l'ambassade de France d'avoir organisé cette conférence et de m'y avoir invité. Je voudrais aussi m'excuser auprès de vous de ne pas pouvoir m'adresser en espagnol. Malheureusement, je ne parle pas du tout espagnol. Et je voudrais remercier aussi Olivier Dangle en particulier parce qu'il a traduit toutes mes diapos, les unes après les autres, en espagnol pour vous. C'est pas celui-là, ça c'est quelqu'un d'autre. Donc merci Olivier d'avoir pris la peine de traduire toutes mes diapositives. Le problème maintenant c'est que comme je ne parle pas espagnol, je ne sais pas ce qu'il a écrit, si c'est vraiment ce que j'ai dit. Donc si jamais je vous vois rigoler alors que je dis quelque chose de pas rigolo, je sais qu'il dit quelque chose sur moi qui n'est pas gentil. Donc je vais vous parler des impacts des changements climatiques sur la biodiversité. Mon rôle ici est de faire une introduction assez générale sur ce thème. Et moi non plus je ne vais pas parler de galaxies. Et donc je vais vous parler je vais faire une présentation en 3 étapes. La biodiversité, parce que je pense que c'est important pour que cette conférence vraiment parte sur de bonnes bases et qu'on puisse discuter vraiment avec tous les faits, que j'explique un petit peu l'importance de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on se réunit ici? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler juste du changement climatique sur les sociétés humaines, les activités humaines diverses? Et seulement après, je dirai un petit mot sur les changements climatiques eux-mêmes, en rapport avec la biodiversité, pour vraiment terminer sur les effets proprement dits de la biodiversité, des changements climatiques sur la biodiversité. Et je pense que ça m'aiderait pas mal qu'il y ait des diapositives qui accompagnent ce que je vais dire. Oui, j'ai l'impression... Bon. Je peux peut-être commencer juste par vous expliquer ce que c'est que la biodiversité. C'est un de ces concepts, un de ces rares concepts que les scientifiques ont mis en avant, qui est simple. La biodiversité, c'est... Bon, je pense que je vais vous faire une présentation de 1 heure sans aucun support, ça va être très rigolo. Donc, la biodiversité, c'est tout simplement la contraction de diversité biologique. Ça marche en français, ça marche en espagnol aussi, ça marche en anglais, ça tombe bien. Donc, c'est un concept vraiment simple qui met en avant toutes les dimensions de la richesse de la vie sur Terre. Donc ça peut être une diversité fonctionnelle, ça peut être une diversité phylogénétique. Nous ici on va parler de choses plus simples, on va parler de toutes les formes du vivant. Donc la biodiversité, c'est toutes les formes du vivant. Et là je crois qu'il faut vraiment que je fasse une pause parce que j'ai besoin de vous montrer quelques documents qui passent pas. Donc je vais vous raconter une blague en attendant. En fait, bon, on a un petit problème, tenemos un pequeño problema con la presentación. Les propongo hacer el corte ahora, porque estamos justamente con el tiempo, y luego presentamos la cosa, porque nos vamos a tomar unos 5 minutos. ¿Sí? Ya, perdón por la... ¿No podemos? Es que se va a demorar. Entonces hacemos el corte ahora. Si no está listo afuera.
c'est sa diversité. Vous savez que toutes les espèces sont différentes les unes des autres. Heureusement, ce serait un petit peu triste si les espèces se ressemblaient toutes. Et le fait que cette vie sur Terre est vraiment très diverse, c'est une des caractéristiques vraiment frappantes qui nous intéressent en tant que scientifiques, mais qui vont nous intéresser ici dans d'autres cadres. Donc je vous ai dit, la biodiversité, c'est la contraction de diversité biologique. Et on considère en général 3 niveaux de biodiversité lorsqu'on parle de la richesse des formes du vivant. On parle d'abord, en premier lieu, de ce qu'on appelle la richesse spécifique. Le nombre d'espèces, tout simplement, qu'il y a dans un écosystème, dans un pays, dans une région. Le nombre d'espèces. Ici, par exemple, le nombre de papillons qu'on peut trouver, disons, en Équateur. Un autre type de biodiversité auquel on pense un petit peu moins, c'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique, au sein d'une espèce. Ici, dans cette salle, nous sommes tous de la même espèce, à peu près, je pense, mais nous sommes tous différents. Aucun de nous peut passer pour l'autre. Nous avons une diversité génétique, une diversité intraspécifique dans notre espèce, qui peut, dans certaines espèces, être vraiment très importante, dans d'autres, être moins importante. Enfin, il y a un 3e niveau de biodiversité à côté de ces deux niveaux, c'est le niveau des écosystèmes, la biodiversité des écosystèmes. On voit sur cette photo un paysage où il y a différents écosystèmes, un écosystème de lac, un écosystème de prairie, un écosystème de forêt et un écosystème de montagne. Donc on peut avoir différents niveaux de richesse spécifiques dans un paysage. Et tous ces niveaux sont reliés entre eux, mais en général, ils sont suffisamment distincts pour qu'on puisse vraiment étudier chacun de manière différenciée. Et la plupart du temps, on parle de la diversité spécifique, le nombre d'espèces, parce que c'est conceptuellement et c'est pratiquement le niveau qui est vraiment le plus abordable. Et donc moi, quand je vais vous parler aujourd'hui de biodiversité, je vais vous parler de nombre d'espèces, principalement. Alors, le nombre d'espèces, justement, combien il y a d'espèces? Comment est-ce qu'on peut quantifier cette biodiversité? Combien il y a d'espèces sur Terre? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà posé la question de combien il y a d'espèces sur Terre? Alors, des espèces sur Terre, pour l'instant, on en a déjà recensé, décrit, la science a déjà décrit 2,3 millions d'espèces sur Terre. La plupart sont des espèces animales, presque 2 millions d'espèces animales, 400 000 espèces végétales. Mais il y a encore beaucoup d'espèces qu'on n'a pas décrites, qui sont là, mais qui n'ont pas encore été observées et décrites par la science. Ici, sur ce graphe, vous avez en vert la partie qui est décrite, et en jaune, la partie estimée qui reste à découvrir. On a des méthodes pour estimer ce que l'on ne connaît pas. Et vous voyez que pour certains groupes, les vertébrés, on connaît la plupart des vertébrés, alors que pour d'autres, comme les champignons par exemple, et les insectes, on est loin de connaître toutes les espèces qui sont présentes sur notre planète. Et ça, ces groupes que je vous ai mis, c'est ce qu'on appelle les eucaryotes. Les eucaryotes, ce sont les espèces qui sont constituées de cellules avec des noyaux à l'intérieur. C'est pas tellement important, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a d'autres groupes qu'en général, on ne prend pas en compte, les bactéries et les archébactéries, qui sont des prokaryotes, avec des cellules différentes, qui sont invisibles parce que c'est tout petit, c'est des microbes, mais qui constituent une biodiversité énorme. Vous voyez, sur cet arbre phylogénétique tel qu'on les décrit maintenant, la part des animaux est toute petite. Et pourtant, c'est ce que l'on voit et c'est ce à quoi on pense quand on pense à la biodiversité. Maintenant, si on prend en compte les bactéries et les archébactéries, alors on pourrait avoir jusque 1 à 10 milliards d'espèces de ces formes de vie. Donc une part de la biodiversité qui est de loin bien supérieure à la biodiversité à laquelle on a l'habitude de faire référence. Avec des formes qui commencent à être décrites et commencent à être comprises. Alors j'ai dit 2,3 millions d'espèces, mais en fait on estime qu'il pourrait y avoir entre 5 et 100 millions d'espèces sur Terre, de prokaryotes, selon les estimations. Et en général, la moyenne des estimations, c'est environ 15 millions d'espèces. Donc on connaît vraiment, pour la biodiversité, la pointe de l'iceberg. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans. On connaît mieux les choses qui se passent dans l'univers que le nombre d'espèces que l'on a sur notre propre planète. Et on décrit constamment, tous les ans,
de nouvelles espèces. Par exemple, dans les dernières que l'on a découvertes, on a ce lémurien nain de Lavassois, on a le porc-épic arboricole à queue préhensile du Brésil, on a une espèce d'Équateur, le cafard phosphorescent géant, on a ces cicadelles des forêts tropicales d'Amazonie. Je vous donne un tout petit exemple, un tout petit échantillon. On a en 2014 découvert 18 000 nouvelles espèces qui étaient déjà présentes. En général, en moyenne, on décrit 10 à 16 000 espèces tous les ans. Ce ne sont pas des espèces nouvelles, ce sont des espèces nouvelles pour la science. Elles étaient déjà là, mais on ne les avait pas décrites. Et je vous ai dit qu'il existait encore des millions d'espèces qui sont inconnues encore de la science, et donc à ce rythme de découverte, qui pourtant est un rythme assez important, il nous faudrait à peu près 1 millier d'années pour pouvoir juste identifier, pas étudier, mais identifier toutes les espèces qu'il y a sur Terre. Et donc on connaît une toute petite partie de cette biodiversité, de cette richesse dont je vais vous parler aujourd'hui. Et qui pourtant est importante, qui a une valeur, ou qui a plusieurs types de valeurs. Donc je vais vous expliquer maintenant un petit peu ce qu'on entend par ces valeurs. Pourquoi est-ce que la biodiversité est importante? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette biodiversité? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces espèces, ou est-ce qu'on peut se satisfaire d'un petit nombre d'espèces? Et donc je vais vous parler non pas de la valeur de la biodiversité, mais des valeurs de la biodiversité. Et cette petite partie est en fait importante, et c'est quelque chose qu'il faut retenir. On a 2 grands types de valeurs de la biodiversité. C'est pour ça que je parle des valeurs. Le premier type, c'est ce qu'on appelle une valeur instrumentale ou une valeur utilitaire. C'est une valeur pour arriver à une fin, pour arriver à un objectif. C'est une utilité pour l'humanité. Et le deuxième type de valeur, c'est la biodiversité pour elle-même, une valeur intrinsèque. Donc je vais vous donner quelques petits exemples pour ces 2 catégories. D'abord, au niveau des valeurs instrumentales, on a tout ce qu'on appelle les biens. La biodiversité nous apporte des biens, elle nous apporte la nourriture. Tout ce qu'on mange, ça vient du vivant. On ne mange pas des cailloux, on ne mange pas du métal. Donc tout ce qu'on mange, ça vient des plantes, ça vient des animaux, etc. Vous avez ici un exemple avec un étalage de poissonniers et avec des tomates. Tout ce qu'il y a là, c'est uniquement des tomates, des différentes variétés de tomates. D'autres types de biens que nous apporte la biodiversité, c'est les matières premières. Donc les matières premières, c'est le bois, la laine, le coton, le lin, le chanvre, les soies, les cuirs, les caoutchoucs, les huiles, etc. Toutes ces matières premières qui sont importantes pour quantité d'activité humaine. Une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est les médicaments, la médecine. On a souvent l'impression que ce sont des choses chimiques. En fait, 70% de toutes les molécules qui sont utilisées actuellement dans l'industrie pharmaceutique vient de plantes, directement de plantes qui sont prélevées à l'état naturel. Donc on a besoin de la biodiversité pour se soigner. Ce petit exemple rapidement, vous voyez que cette grenouille a en fait une petite grenouille à l'intérieur de sa bouche. En fait, c'est une grenouille qui vient d'Australie et qui a la particularité d'incuber les œufs dans son estomac. Et après, une fois que les œufs éclosent, les petits restent dans l'estomac, puis dans la bouche de la mère. Et donc, c'est quelque chose qui a vraiment fasciné les scientifiques parce que l'estomac, c'est un endroit, un milieu très très acide qui est là pour digérer. Alors, comment est-ce que la maman grenouille fait pour ne pas digérer les œufs de ses petits, puis les œufs, puis les petits? Et en fait, on s'est aperçu que si on étudiait un petit peu les propriétés de cette grenouille, on pouvait avoir des médicaments pour énormément de maladies de l'estomac, d'ulcères, etc., qui touchent une grande partie de la population humaine. Et donc les chercheurs qui avaient trouvé cette grenouille dans les années 70 dans les marais d'Australie, de l'ouest d'Australie, sont repartis la chercher pour en collecter plus, pour pouvoir faire des études qui étaient très prometteuses. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé cette grenouille qui avait disparu avec son milieu, donc on ne saura jamais si elle aurait pu nous apporter des pistes pour la guérison d'ulcères et d'autres cancers associés de l'estomac. Et puis, dans la valeur instrumentale des biens, on a ce que l'on appelle aussi les valeurs d'option. Les valeurs d'option, c'est
ce que l'on ne connaît pas encore, ce que l'on découvre régulièrement et qui nous reste à découvrir bientôt. Je vous ai mis ici l'exemple de bactéries qui dégradent le pétrole. Il y a des bactéries qui dégradent certains métaux lourds. On sait qu'il y a des micro-organismes qui ont des actions qu'on ne connaissait pas et qui sont importantes. Et qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans le futur qui pourra aussi être utile pour l'humanité. Ça peut être quelque chose de très très important. Maintenant, au niveau de la valeur instrumentale, il n'y a pas que les biens, il y a aussi ce qu'on appelle les services des écosystèmes. C'est un concept dont on parle de plus en plus souvent, dont vous avez peut-être entendu parler. Les services des écosystèmes sont des processus fournis par les écosystèmes gratuitement et qui sont utiles pour l'humanité et pour la planète en général. Par exemple, la purification de l'air, la purification de l'eau par les plantes, les concentrations en CO2 et en O2 dans l'atmosphère à des teneurs qui sont compatibles à notre vie, c'est aussi donné par la biodiversité. La teneur, la lutte contre l'érosion des sols, la tenue des sols, c'est la biodiversité. La protection de l'érosion des zones côtières aussi, c'est la biodiversité. La réduction de la sévérité de certains événements climatiques comme des sécheresses ou des inondations, c'est la biodiversité qui tamponne un petit peu les climats. La modération aussi de certains événements climatiques extrêmes. Le recyclage des éléments nutritifs, c'est fait par la biodiversité. La détoxification et la décomposition des déchets, c'est la biodiversité. Quand on dit que quelque chose est biodégradable, il est biodégradable, c'est-à-dire qu'il est dégradable par la biodiversité. S'il n'y avait pas de biodiversité, vous pourriez laisser votre pomme, votre trognon de pomme sur votre table pendant un siècle, ça resterait un trognon de pomme. C'est la biodiversité qui dégrade les choses qui sont biodégradables. On sait aussi que la génération de sols fertiles et la préservation de sols fertiles se fait grâce à la biodiversité. La pollinisation, dont l'agriculture dépend en grande partie, est aussi faite par la biodiversité. C'est un service des écosystèmes. Un autre type de valeur instrumentale, c'est ce qu'on appelle les valeurs écologiques. En fait, la biodiversité, les espèces en elles-mêmes sont importantes pour que l'écosystème fonctionne. Donc c'est une valeur importante, comme un tout. Et puis on a une valeur instrumentale qui est plus directe, qui est ce qu'on appelle la valeur esthétique et récréationnelle, parce que comme on aime souvent les beaux paysages, les animaux, beaucoup de sociétés, beaucoup de gens dans les sociétés sont prêts à payer dans une industrie de tourisme pour se rapprocher de la nature, et donc c'est un bien qui est important, qui peut être préservé dans ce contexte. Maintenant, le lien entre le tourisme et la valeur intrinsèque, il est assez facile. On a donc une valeur de la biodiversité par elle-même, et non plus parce qu'elle nous intéresse pour différentes choses. Pour de nombreuses sociétés, la biodiversité est une part importante de la culture. Et une perte de la biodiversité, pour ces cultures, c'est en fait une perte des valeurs traditionnelles et des valeurs ancestrales. Il y a aussi, dans la valeur intrinsèque, une part importante de la religion, du théisme, parce qu'il y a de nombreuses religions, en particulier monothéistes, pour lesquelles la biodiversité a été créée par une divinité. Et donc, elle a une valeur de ce point de vue. En fait, une valeur intrinsèque de la biodiversité qui m'intéresse moi, qui intéresse beaucoup de scientifiques, c'est ce qu'on appelle le rationalisme holistique. C'est une valeur, un type de valeur esthétique, parce que sous la forme des complexes élégants, qui sont fascinants, qui sont intéressants, pas nécessairement utiles. Quand vous voyez cet écosystème marin, corallien, vous voyez un fouillis d'espèces qui bougent tous les uns les autres. Moi, ce que je vois, en fait, c'est des interactions dans différentes dimensions, des interactions dans le temps, des interactions dans l'espace, entre beaucoup d'éléments, et quelque chose qui fonctionne très bien, comme des rouages très huilés d'une horloge géante en plusieurs dimensions. Et pour moi, ça a une valeur très importante. Et puis, il y a des valeurs du type éthique, le respect de la biodiversité parce que c'est la vie et parce qu'on ne veut pas détruire la vie. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, et c'est important que je termine là-dessus, une valeur de bio-empathie, une valeur émotionnelle. On est attaché à la biodiversité pour elle-même parce qu'on y est émotionnellement attaché, même si elle ne nous est pas utile. Et la raison pour laquelle je veux terminer là-dessus, c'est parce que la plupart du temps, quand on parle de la valeur de la biodiversité, on pense à la bio-empathie, on pense aux espèces qui sont mignonnes.
Et je pense que c'est vraiment important de garder ça comme quelque chose de très très secondaire, d'une part parce que toute la biodiversité n'est pas mignonne, ça dépend un petit peu des gens. Moi, il y a très peu d'espèces que je trouve laides, mais si on met des critères comme ça, on ne va pas pouvoir préserver toute la biodiversité. Et puis, vous venez de le voir, c'est pas seulement les espèces qui sont mignonnes qui sont importantes pour la biodiversité. Donc il faut garder ce point de vue à l'esprit. Alors la biodiversité, donc, pour conclure, elle est importante pour notre bien-être, elle est importante pour notre survie, elle est importante pour notre futur et elle est importante pour elle-même. Donc ça clôt la petite partie sur la biodiversité. Et la question, évidemment, maintenant, c'est est-ce que cette biodiversité est affectée par le changement climatique? Est-ce qu'elle est menacée par le changement climatique? Et évidemment, si je me pose cette question, immédiatement, je vais me demander, mais qu'est-ce que c'est que le changement climatique? Je pourrais aller très vite là-dessus parce que, en fait, vous en avez certainement entendu parler, sinon vous ne serez pas là. Mais il y a quand même quelques aspects sur lesquels je voulais insister. D'abord, je voulais insister sur le fait que le point principal quand on parle de changement climatique, c'est on parle d'une augmentation globale des températures moyennes. Et là-dedans, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, il y a le terme de moyen, et ensuite, il y a le fait qu'on met souvent en avant les températures. Pour l'instant, on a parlé surtout de température, mais il y a d'autres composantes du changement climatique qui peuvent être importantes. Donc, effectivement, les températures, c'est important. Pour l'instant, les différents scénarios projettent entre, disons, 2 à 5 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle, ce qui est vraiment important, mais c'est une moyenne. Et quand on a une nuit froide à Quito, il faut se rappeler que c'est une moyenne. C'est une moyenne sur la surface du globe. Il y a des endroits, effectivement, où il fera moins que 2 à 5 degrés, mais il y a des endroits où il fera plus que 2 à 5 degrés, bien plus, puisqu'il y a des endroits où il fera moins. Et notamment, j'ai mis l'exemple ici du site internet du ministère de l'Environnement du Canada, qui a prédit déjà depuis plusieurs années, qui prévient sa population depuis plusieurs années, que certaines régions du Canada vont augmenter de 5 à 10 degrés en moyenne sur l'année, ce qui est vraiment important. 10 degrés, c'est vraiment très très important. Et puis, ce n'est pas uniforme non plus sur l'année. C'est-à-dire que quand on parle de 2 à 5 degrés sur l'année, ça veut dire qu'il y a des moments où il fera comme avant, voire peut-être même un peu plus froid qu'avant. On peut avoir un hiver un peu plus froid. Et du coup, il y a des moments dans l'année où il fera beaucoup plus chaud que 5 degrés. Et si on est dans un endroit sur la Terre où il fait beaucoup plus chaud que la moyenne, à un moment dans l'année où il fait beaucoup plus chaud que la moyenne, on peut se retrouver avec des augmentations de 10, 15, 20 degrés à un certain pic, ce qui est vraiment énorme. Alors, quand je dis que c'est important, ce qu'il faut réaliser, c'est que, par exemple, le dernier pic de glaciation sur la Terre, il y a 20 000 ans, lorsque la plupart de l'hémisphère nord était couvert par des centaines de mètres, voire des kilomètres de glace, ça correspond seulement à des températures qui étaient plus basses de 6 degrés par rapport à maintenant. Et là, je vous parle de températures qui vont augmenter de 5, 6 degrés, voire dans certains endroits, 10, 15, voire plus. Donc quelque chose qui est vraiment très très important. Et puis, il n'y a pas que la température. Le changement climatique, c'est un changement des configurations des vents, c'est un changement de la quantité et du type de précipitations, des changements que l'on a déjà pu commencer à percevoir à différents endroits sur la planète. C'est également un changement de la couverture neigeuse sur la Terre avec des données satellitaires qui nous indiquent déjà que la couverture neigeuse a diminué depuis 1960 de 10%. On a aussi la fonte des glaciers, qui est notamment ici quelque chose d'important, et la fonte des glaces au pôle, qui est aussi préoccupante. Cette fonte, notamment des glaces au pôle, me fait une transition idéale avec l'élévation du niveau des mers, dont on commence à parler un petit peu, mais dont on a vraiment mis du temps à parler par rapport aux autres composantes du changement climatique. On estime que l'élévation du niveau des mers va causer des changements très importants et des dommages très importants sur les côtes et sur les îles. Notamment, une étude récente qui montre que plus de 10 000 îles dans le monde
risque d'être recouverte totalement, donc perdue définitivement, suite à l'élévation du niveau des mers, et plus de la moitié pourraient perdre la moitié de leur superficie. Donc des îles qui risquent d'être touchées de manière très importante, et vous savez en Équateur que les îles sont le réceptacle d'une richesse endémique d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Évidemment, si une île se retrouve sous l'eau, les espèces qui y étaient sont perdues. On sait aussi que les océans vont avoir des changements de température, ce qui a aussi un effet sur la faune et la flore des océans. Il va y avoir une acidification des océans, quelque chose de vraiment très important. Avec toute cette quantité de CO2 dans l'atmosphère, il y aura plus de CO2 qui sera absorbé par les océans. Et plus de CO2 dans les océans veut dire moins de possibilités de calcifier les coquilles et les carapaces des animaux qui vivent dans l'océan. Les mollusques, les coraux, etc. Donc des problèmes de calcification des espèces qui vivent dans des océans plus acides. Nous avons aussi une augmentation à la fois en fréquence et en amplitude des événements climatiques extrêmes. Et une chose sur laquelle je voudrais insister, même un petit peu brièvement, lorsqu'on parle de la COP21 et des objectifs de stopper les émissions de manière à avoir une augmentation seulement de 2 degrés, ce qui déjà est énorme, c'est qu'il y a un temps de latence. Si on stoppait tout aujourd'hui, mais tout, pas juste pour limiter à 2 degrés, si on stoppait tout, ici sur cette courbe en marron, ici sur cette courbe en marron, eh bien le CO2, il ne serait pas absorbé immédiatement par les océans ou par les forêts. Il reste dans l'atmosphère. Il reste dans l'atmosphère pendant longtemps. Et vous voyez sur la courbe violette, ici, que même si on stoppe tout de suite, le CO2 reste longtemps. Et donc les températures, qui sont en rouge ici, les températures vont également continuer à augmenter longtemps après que l'on ait arrêté d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. Et l'élévation du niveau des mers, qui réagit avec encore plus de latence, va mettre encore plus de temps avant de se stabiliser. Alors pourquoi est-ce que le climat est important pour la biodiversité? Donc là, je vous ai parlé du climat, maintenant on va parler des effets du climat sur la biodiversité. En fait, pour les espèces, le climat, c'est le premier facteur pour savoir si un environnement est favorable ou pas. La distribution des espèces sur le globe, ici les espèces de vertébrés, la distribution des espèces sur le globe est principalement dictée par le climat, par la température, par la précipitation, etc. Et en fait, toutes les espèces vivantes ont des limites, ce qu'on appelle des limites de tolérance pour différents facteurs environnementaux, au-delà desquels les individus n'arrivent plus à survivre, à se développer, à se reproduire. Ici, si on met sur un graphe avec l'axe horizontal un facteur environnemental quelconque, là j'ai mis la température, et en hauteur on met le nombre d'individus qui peut vivre, comme chaque individu, chaque espèce a ses facteurs, ses limites de tolérance physiologique. Quand il fait trop chaud, on n'est pas bien. Quand il fait trop froid, on n'est pas bien. On a cette espèce de courbe en cloche où la plupart des individus se trouvent dans cette zone parce que c'est là où ils se trouvent bien. Il y a quelques individus qui arrivent à tolérer des ambiances plus chaudes et des individus qui arrivent à tolérer des climats plus froids. Mais en général, on a ce type de distribution. Avec, peut-être que vous ne voyez pas, c'est un petit peu petit, avec des zones, ici et ici, où il n'y a plus de tolérance. Il fait beaucoup trop chaud pour se reproduire ou pour survivre, ou beaucoup trop froid. Et donc le nombre d'individus est vraiment est régi par ce type de réponse physiologique à la température ou à d'autres facteurs de l'environnement. Et si on change ces facteurs environnement, par exemple ici en rouge, j'encadre toute la zone de température qui est bien pour cette espèce de poisson. Si on décale, si on chauffe l'environnement, alors on se trouve dans des zones qui sont moins favorables ou qui sont carrément défavorables. Tout simplement. Et alors, les facteurs déterminants pour les limites de tolérance, il y a la température, mais il y en a beaucoup d'autres.
la luminosité pour les plantes, les précipitations, les vents, l'altitude, les fréquences de feu, etc., etc. Pour les écosystèmes terrestres, pour les écosystèmes marins. Donc le climat est pas la seule chose qui influence si les espèces peuvent vivre ou non à un endroit, mais c'est la première des choses. Alors, il paraît que certaines personnes ne croient pas au changement climatique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours assez amusant parce que, en fait, les plantes et les animaux, visiblement, ils y croient, et ils y croient depuis très longtemps parce qu'on a déjà beaucoup de données de changements dus au changement climatique, de changements qui sont montrés par les plantes et par les animaux. Alors, les effets sont différents, il y a différents types d'effets. On sait que ça affecte plus de 400 processus physiologiques et biologiques. Je vais juste vous en donner quelques-uns pour vous donner les plus importants, les plus grands types. Je vais revenir sur chacun de ces 4 grands types. Il y a le phénotype et la structure génétique. La phénologie, je vais vous expliquer ces termes. Les changements de distribution des espèces et la perturbation des interactions entre les espèces et entre les assemblages d'espèces. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les phénotypes et la structure génétique? En fait, le phénotype, c'est nos caractéristiques physiques et physiologiques, par opposition à la génétique, qui est aussi nos caractéristiques, mais qui ne s'en voient pas, elles sont codées, alors que là, c'est l'expression de ce code. En réponse au changement climatique, certaines espèces risquent de changer progressivement, physiquement ou physiologiquement, du fait de changements génétiques. Par exemple, on sait déjà que les espèces d'ours polaires, les femelles d'ours polaires, en 25 ans, ont perdu 20% de leur masse corporelle. 20% de la masse moyenne des espèces. C'est énorme. Imaginez si l'espèce humaine, les femelles humaines, perdaient 20% de leur masse corporelle, en 25 ans seulement. Ce qui fait dire d'ailleurs à notre petit ours polaire, là, ce serait bien si vous pouviez réduire les émissions de CO2 parce que la glace commence à devenir un petit peu fine et le gars qui représente une industrie d'émissions de CO2 lui répond « bah tu ferais peut-être mieux de perdre un petit peu de poids ». Si vous rigolez pas, c'est que l'interprète est en retard sur ma blague. Ou alors c'est que c'était pas drôle. Phénologie. La phénologie, c'est l'apparition d'événements périodiques dans le monde vivant qui est déterminée par la variation du climat. Donc la phénologie, c'est la floraison, c'est le bourgeonnement, c'est la migration, l'arrivée des oiseaux migrateurs ou le départ des oiseaux migrateurs, c'est les dates à laquelle les animaux partent en hibernation ou sortent d'hibernation, c'est les pics de naissance, etc. Donc la phénologie, c'est quelque chose de très pratique pour mesurer si les espèces réagissent au changement climatique, car la phénologie est régie par le climat. Les bourgeonnements des plantes se font quand le printemps arrive, c'est-à-dire quand les températures commencent à être favorables. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y a des réponses de la phénologie. Par exemple, certaines espèces de marmottes hébergent maintenant de leur hibernation plus de 1 mois plus tôt qu'il y a 30 ans. Et 1 mois sur une année, c'est énorme. La floraison de certaines plantes aussi a été décalée dans le temps, se fait plus tôt. En moyenne, ça a été des études qui ont été faites sur de très nombreuses espèces de plantes et on voit qu'en moyenne, de 10 jours par décennie, un raccourcissement de la période sans fleurs. Et cette phénologie, elle est importante parce que cela peut causer certains décalages dans les événements entre les relations entre espèces lorsque 2 espèces dépendent l'une de l'autre. Imaginez par exemple que les oiseaux qui nourrissent leurs petits ont adapté au fil de l'évolution le pic de leur naissance pour que cela coïncide avec le pic d'apparition des chenilles, qui est la nourriture des petits. Maintenant, si les oiseaux ou les chenilles ont décalé leur phénologie dans le temps, alors les oiseaux n'ont plus leur naissance au moment où ils peuvent être nourris correctement, ce qui va vraiment impacter de manière importante à la fois les oisillons qui ne vont pas pouvoir se développer normalement et qui vont souvent mourir, mais aussi les populations de chenilles qui ne vont plus être contrôlées par les oiseaux. Je vous ai parlé brièvement de l'acidification dans les océans qui empêche la calcification des organismes marins. C'est quelque chose qui est très très important parce que cela va affecter beaucoup
d'espèces qui sont à la base d'énormément d'écosystèmes, que ce soit des mollusques, des coraux, des crustacés, etc. Un autre type d'effet de changement climatique, c'est ce qu'on appelle le blanchiment des coraux. En fait, les coraux, qu'on connaît par cette foison de couleurs qu'ils ont, les couleurs viennent d'algues microscopiques qui vivent à l'intérieur des coraux. On appelle ça des zooxanthelles. Ce sont des algues symbiotiques. Elles apportent des nutriments aux coraux et leur permettent leur croissance. Mais elles ne supportent pas la chaleur. Et lorsqu'il y a des vagues de chaleur dans la mer, alors il y a ce qu'on appelle un événement de blanchiment. Les algues sont expulsées et les coraux qui ne meurent pas immédiatement deviennent tout blancs et n'ont plus de nutriments. Et dans ces cas-là, ils n'arrivent plus à croître et ils n'arrivent plus à se défendre de maladies. Et donc, il y a des événements de mortalité très importants dans les coraux lorsqu'il y a ces événements de blanchiment. Et puis, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des événements extrêmes. Et les événements extrêmes, qu'il s'agisse de sécheresse, d'inondations, de tornades, d'autres types de tempêtes, de vagues de froid, etc., cela peut causer des mortalités de masse qu'on commence à observer de plus en plus dans différents types d'espèces. Alors, il peut y avoir des effets positifs. Le changement climatique peut apporter certains effets positifs. Par exemple, on a pu démontrer que chez la marmotte à ventre blanc, dans le Colorado, l'émergence hors de l'hibernation, je vous en parlais un instant, se fait de plus en plus tôt. Comme elle se fait de plus en plus tôt, ça veut dire que les marmottes ont de plus en plus de temps entre chaque événement de naissance et les petits viennent plus tôt au monde, après l'hibernation. Et comme ils viennent plus tôt au monde, il y a plus de temps pour croître, les petits deviennent plus grands avant que l'hiver suivant arrive et avant qu'ils repartent en hibernation. Donc ils vont partir en hibernation plus gros, avec des masses corporelles plus importantes, plus de réserves de graisse, et donc les marmottes vont avoir une survie pendant l'hiver plus importante. Une part importante de la mortalité des marmottes, normalement, c'est la mortalité pendant l'hiver, quand elles sont sous la neige, en hibernation. Plus elles ont des réserves, plus elles arrivent à survivre. Et donc, plus elles arrivent à survivre, plus il y a de marmottes l'année suivante, et donc les populations de marmottes augmentent. Donc ça, c'est un effet positif du changement climatique, qui a été démontré déjà. On a pensé aussi que la disponibilité en CO2 plus importante dans l'atmosphère pouvait être un point très positif, à la fois pour la productivité des forêts et pour l'agriculture. Bon, on s'est rendu compte que malheureusement, les prédictions ne vont pas dans ce sens, parce que il y a des changements également des températures et des régimes de précipitation, ce qui fait que, avec tous les effets combinés, la productivité des forêts et de certains types d'agriculture pourrait beaucoup baisser avec le changement climatique. Alors une chose sur laquelle je voudrais insister encore une fois, c'est que tous ces changements qu'on a vus, même si au niveau des chiffres, ils sont très importants, 30 jours sur l'année en 30 ans, c'est énorme, mais pourtant ce sont des changements qui sont encore modestes, parce que c'est des changements qui correspondent au changement climatique qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire à peu près 1 degré d'augmentation. On attend des changements de 2 à 5, 6 degrés. Donc, on va avoir des effets qui seront beaucoup plus importants que ce qu'on a déjà observé. Alors, quelle est la conséquence de ces effets? Là, je vous ai donné les types d'effets. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des conséquences que ça peut avoir. Ça peut avoir tous ces types de conséquences avec une échelle qui va du niveau génétique jusqu'au niveau des écosystèmes. Je vais vous les détailler les uns après les autres. Donc, de la génétique aux individus, aux populations, aux écosystèmes et au service de ces écosystèmes. D'abord, on va avoir une perte de la diversité génétique. Tout simplement, si vous avez une population qui est très diverse, en général, ça permet à la population de survivre à un petit peu toutes les variations du climat, mais aussi d'autres choses, des maladies, des ennemis naturels, etc. Donc c'est important d'avoir une grande variabilité génétique dans une population. Maintenant, si on se décale dans nos conditions vers quelque chose de beaucoup plus chaud, ou beaucoup plus sec, ou beaucoup plus humide, à ce moment-là, tous les individus qui ne résistent pas à ces conditions-là vont disparaître assez rapidement. Et cela veut dire que les individus qui restent, les individus qui vont être sélectionnés, seront des individus avec moins de variabilité, ceux qui auront résisté au climat jusqu'ici. Donc ce sont les plus résistants qui vont rester.
On a aussi des pertes de population et des pertes d'espèces. Par exemple, les grenouilles ont besoin pour se reproduire d'eau. Elles se reproduisent dans l'eau. Et on sait que les réductions des patrons de précipitation et les changements de ces patrons vont pouvoir drastiquement diminuer la reproduction des amphibiens. On sait aussi que l'augmentation des températures va pouvoir favoriser des épidémies de maladies fongiques, de champignons, qui déciment actuellement les amphibiens dans le monde. C'est des effets qui ont déjà été observés avec de très nombreuses pertes de population, voire d'espèces. Alors, il y a quand même peu d'exemples directs d'espèces qui ont disparu maintenant à cause des changements climatiques. Ça, c'est pour deux raisons. D'abord, il y a très peu d'espèces qui sont touchées uniquement par le changement climatique. Les espèces sont en général sujettes à différentes menaces, et lorsqu'une espèce disparaît, c'est difficile d'attribuer uniquement au changement climatique cette disparition. Et puis la deuxième chose, c'est que pour dire qu'une espèce a disparu, il faut attendre 50 ans. 50 ans après qu'on ait estimé qu'elle ait disparu, pour être sûr qu'on ne va pas retrouver une population quelque part ou des individus qui étaient à très faible densité et qu'on ne voyait pas. Et donc pour ces deux raisons, on a vraiment très peu d'exemples d'espèces qui ont déjà disparu. Mais on a quand même une liste, par exemple, qui a été publiée récemment, de 19 espèces qui ont disparu suite au changement climatique. Donc ces espèces que vous voyez là, regardez-les bien parce que vous ne les verrez plus, elles n'existent plus. Et notamment, il y a les 2 espèces de grenouilles qui sont sur la droite, sont des espèces équatoriennes, des espèces qui étaient équatoriennes. Et donc la vitesse et l'amplitude des changements climatiques que l'on attend dans le futur vont probablement augmenter ce nombre de manière très rapide et très importante. En fait, on sait déjà qu'un mammifère sur 4 et un oiseau sur 8 sont menacés d'extinction par les changements climatiques, principalement par la dégradation de leur habitat, par les sécheresses et par les pics de température extrêmes. En fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait une température toujours plus haute pour avoir des événements d'extinction de masse, par exemple. Il suffit qu'il y ait un été très chaud pendant 5-6 jours avec des températures anormalement élevées pour qu'une grosse part de la population disparaisse. Et ça, c'est une étude qui a été faite par l'IUCN sur à peu près 4000 espèces différentes. On sait aussi qu'il va y avoir des problèmes avec les espèces associées, puisque toutes les espèces dépendent les unes des autres. Il est possible que, par exemple, certaines plantes qui ont besoin de pollinisateurs, du fait de décalage phénologique entre les uns et les autres, il puisse y avoir extinction de l'une, puis de l'autre, puisque les deux dépendent l'une de l'autre. Une étude récente qui a été faite sur plus de 9600 assemblages d'espèces en relation suggère que les 2/3 d'entre eux pourraient perdre les 2 espèces suite à la disparition de la première. Et quand on parle d'effets du changement climatique sur la biodiversité, souvent on ne pense pas aux effets indirects des espèces qui dépendent d'autres espèces. Et puis on a aussi des déplacements d'écosystèmes, des déplacements entiers d'écosystèmes. On estime que 5 à 20% des écosystèmes terrestres de la planète, et en particulier les forêts de conifères, les toundras, les brousses, les savanes et les forêts boréales, pourraient être complètement déplacés vers les pôles avec les changements climatiques. Évidemment, si certains se déplacent, il peut y avoir aussi des pertes entières d'écosystèmes. On peut penser par exemple que les températures en augmentation et le changement des précipitations, moins de pluie, pourrait causer l'assèchement permanent ou temporaire de certains lacs, notamment en Afrique. Et un assèchement temporaire, c'est suffisant pour supprimer la biodiversité qu'il y a dans ce lac. Ça peut aussi affecter les cours d'eau, comme les rivières, les torrents, les deltas, etc. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les points d'inflexion, les points de basculement. C'est un concept intéressant en écologie. Vous voyez que sur cette pile de pièces, vous pouvez rajouter des pièces, et ça ne va rien changer. Mais il y a un moment où quand vous allez rajouter la pièce, tout va basculer. C'est ce qu'on appelle des effets de seuil. Dans les écosystèmes, on peut créer des changements, et dans certains écosystèmes, un petit changement supplémentaire va tout faire basculer vers autre chose, vers un autre écosystème duquel il sera difficile, voire impossible de revenir. Par exemple, en Amérique du Sud, l'Amazonie, il y a des études, des analyses récentes qui ont montré
qu'il y a une forte chance pour qu'un tel point de basculement conduise à des écosystèmes de savane, là où maintenant il y a des forêts. Il y a aussi des déplacements de population. On imagine assez facilement que les espèces, individuellement ou au fil des générations, se déplacent pour suivre le changement climatique. Puisque les températures augmentent, pour se retrouver dans les mêmes optimums, elles vont augmenter. On a déjà des études qui nous montrent que plus de 1000 espèces ont déjà commencé à se déplacer vers les pôles, en latitude ou en altitude, pour suivre leurs conditions climatiques optimales. Et évidemment, ça peut conduire à des réductions importantes de leur distribution, et en particulier lorsqu'on est dans une montagne, parce que plus on monte, moins il y a d'espace, ou lorsqu'on va vers les pôles, s'il y a par exemple une mer ou un océan qui empêche les mouvements des espèces. Et ça crée ce que l'on appelle la dette climatique. Qu'est-ce que c'est que la dette climatique ? En fait, il y a des études qui ont montré que même les espèces qui se déplacent rapidement au niveau de leur population, elles sont quand même pas assez rapides par rapport à la vitesse des changements climatiques. Et donc les changements climatiques vont plus vite que ce qu'elles arrivent à faire en termes de déplacement. Une étude qui a été faite en Europe récemment sur un très grand nombre de communautés d'oiseaux et de papillons a montré que seulement en 20 ans, les populations d'oiseaux se sont déplacées vers le nord de l'Europe de 37 km en moyenne. Celles que l'on trouvait il y a 20 ans à un endroit, maintenant on les trouve en moyenne à 37 km plus au nord. Les papillons, c'est même carrément 114 km plus haut que ce qu'il y a 20 ans. Donc c'est bien, les espèces réagissent, s'adaptent. Malheureusement, même ces espèces qui volent et qui donc vont relativement rapidement dans les déplacements de leur population, même ces espèces sont trop lentes par rapport à la vitesse des changements climatiques. Pendant la même période, les changements des zones de température de ces zones ont été tellement rapides que en fait, les papillons et les oiseaux sont encore 200 à 130 km trop au sud par rapport à leurs optimums. Donc elles se déplacent, mais pas assez vite. Et ça, c'est celles qui vont vite. Dans les types de conséquences des effets des changements climatiques, on a aussi les services des écosystèmes. Par exemple, si les changements climatiques vont affecter les températures et les précipitations, on va avoir plus d'incendies en forêt. Or, il y a des plantes qui sont adaptées pour résister à la propagation des incendies. Si ces plantes sont affectées par le changement climatique, alors on risque d'avoir des incendies qui sont plus difficilement contrôlables. D'autres types de services d'écosystèmes concernent par exemple les récifs coralliens qui sont importants comme attracteurs de biodiversité, comme nurseries. C'est là que la plupart des espèces de poissons qui vivent au large ont leur premier stade de vie en tant que calvins, que petits poissons. Ça fait aussi des protections contre les tsunamis. Mais on sait qu'il y a déjà des événements de mortalité de masse des récifs coralliens, et on sait que la barrière de corail, qui a déjà perdu beaucoup de coraux suite à des événements de blanchiment, risque de perdre 95% de ses coraux d'ici 2050. C'est vraiment énorme. On a parlé brièvement des courants sous-marins, qui est aussi quelque chose d'important, et les changements de courant risquent d'affecter de manière importante le zooplancton, et le zooplancton, en termes de distribution et d'abondance, c'est la base de la plupart des écosystèmes marins. C'est donc quelque chose qui risque d'affecter les écosystèmes dans leur ensemble, et notamment les pêcheries, dont une grande part de l'humanité dépend. Alors vous allez me dire, mais l'évolution, pourquoi les espèces ne répondent pas à ça. En fait, il y a effectivement les espèces répondent, on l'a vu, mais il y a quand même quelques grands événements, quelques grandes différences majeures avec les événements climatiques passés. Notamment, ces événements climatiques passés n'étaient pas aussi rapides. Les espèces avaient le temps d'évoluer. Les habitats n'étaient pas aussi fragmentés, découpés. C'est-à-dire que les espèces avaient la possibilité de bouger sans être coupées par une ville, par des champs, par des routes, etc.
Les espèces n'étaient pas fragilisées comme elles le sont maintenant. Le problème, c'est que déjà, il y a énormément d'espèces qui sont menacées d'extinction, dont les populations sont très réduites. Et puis, dans les événements climatiques passés, il n'y avait en général pas d'autres menaces qui agissaient en simultané, voire en synergie avec les changements climatiques. Alors, je vais vous donner deux exemples très brefs. En Afrique, par exemple, les périodes de sécheresse plus importantes et plus longues, associées à la réduction de l'habitat naturel des éléphants, vont rendre les éléphants particulièrement sensibles au changement climatique, plus que s'il n'y avait pas eu cette réduction d'habitat en Afrique. Un autre exemple, c'est les invasions biologiques, les espèces qui sont introduites dans d'autres écosystèmes et qui dérèglent un petit peu tout. On sait déjà que de nombreuses espèces envahissantes, vont trouver des conditions plus favorables dans des nouveaux endroits, là où elles ne pouvaient pas s'établir, par exemple parce que les hivers étaient trop froids pour qu'elles puissent s'y établir. Donc, il y a une synergie entre les invasions biologiques et les changements climatiques. Alors, avant de conclure, je voudrais juste dire quelques mots sur les impacts sur les sociétés humaines. Pourquoi seulement uniquement en relation avec la biodiversité, puisque mon rôle ici, c'est de vous parler de la biodiversité. Juste quelques petits éléments, c'est quelque chose de pas complet, mais on sait déjà qu'on va perdre de l'habitat, par exemple, suite à l'élévation du niveau des mers. On sait que 75% de la population humaine vivra sur les côtes en 2025. On sait que la sécurité alimentaire dans le monde risque d'être affectée de manière importante parce que les rendements agricoles dans de nombreuses parties du monde risquent de diminuer et parce que les stocks de poissons risquent aussi de diminuer de manière importante, d'une part parce qu'on commence à des prélèvements très importants, une surexploitation, mais également parce qu'on a vu les changements climatiques risquaient d'affecter de manière importante ces stocks de poissons. On a aussi des problèmes sanitaires qui vont s'ajouter à ça, des problèmes sanitaires importants, car la perturbation des écosystèmes va changer, et le changement des distributions d'espèces dont j'ai parlé, les changements d'espèces invasives par exemple, et notamment de moustiques, vecteurs de maladies, va apporter une résurgence de maladies émergentes, que ce soit de malaria, de dengue, de virus du Nil, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut déjà chiffrer, dont on sait déjà à peu près l'ordre de grandeur de l'importance que ça peut avoir et où dans le monde. En fait, si on combine différents types de mortalité, ici c'est une carte qui combine la malaria, les diarrhées, les inondations et la malnutrition, c'est-à-dire les 3 points dont je viens de parler, on voit ici les estimations de mortalité qu'il va y avoir dans le futur suite au changement climatique dans les populations humaines. Et on sait aussi que tout ça, ça va conduire à un nouveau type de réfugiés, les réfugiés climatiques. Et les réfugiés climatiques, on sait déjà qu'il y en a actuellement de manière importante, et on estime qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 200 millions par an dans les années 2050, suite à des événements climatiques extrêmes, suite à l'élévation du niveau des mers, aux maladies, à la malnutrition, à des problèmes agricoles, etc. Alors pourquoi c'est important? Évidemment, c'est important pour les sociétés humaines, mais pourquoi c'est important pour cette présentation sur la biodiversité? Eh bien parce que si les humains se déplacent et les activités humaines se déplacent, c'est-à-dire l'agriculture, les zones urbaines, elles vont se déplacer principalement sur des zones qui ne sont pas déjà occupées par de l'agriculture, c'est-à-dire sur des zones naturelles. Et donc, il y a des études qui montrent que, par exemple, l'élévation du niveau des mers va causer des grandes pertes sur la biodiversité, mais va causer des pertes encore plus grandes sur la biodiversité, indirectement par le déplacement de populations humaines qui vont donc recréer leurs activités humaines ailleurs, là où il y a de la biodiversité actuellement. Alors, donc, en conclusion, je voudrais juste insister sur quelque chose qui a été dit déjà tout à l'heure, le fait que l'impact du changement climatique sur la biodiversité va être très élevé, mais aussi qu'il va être porté en majeure partie, en premier lieu, par les pays qui contribuent le moins à ces changements. Vous voyez ici sur cette carte, en haut, c'est la carte des effets du changement climatique combinés, et en bas, une carte qui met en évidence les contributions des pays à ce changement climatique. Donc en conclusion, parce que je n'aime pas terminer sur quelque chose de vraiment trop négatif, comme je suis quelqu'un d'assez optimiste,
Ceci n'est pas une fatalité. L'humanité a surmonté des crises très importantes et quand elle veut, elle peut. L'hémisphère sud, c'est la force de demain. Et je voudrais juste terminer sur une phrase un peu kitsch, mais qui est vraie. Le futur est entre nos mains, et notamment cette COP21 à Paris va décider d'une étape très importante pour ce futur. Je vous remercie.